Tu viens juste, avant de monter, de mentionner le résultat. Moi, je te demandais, quel a été le résultat de la rencontre de Trump ou de ces deux délégations? Regarde ce qui s'est passé en Chine. Regarde les gens, les délégations, les deux partis. C'est important. Mais quel a été le résultat? On sait que l'un des plus gros problèmes pour Donald Trump en ce moment, c'est la question du détroit de Formose et du Moyen-Orient. Et il voulait agir là-dessus. Mais, au final, quand on regarde cette rencontre, ce qui s'y est passé, quel a été le résultat pour Donald Trump? Il a gagné encore quelques milles de grands voyageurs, tu vois, et il a eu l'occasion de voyager avec tout un groupe d'oligarques avant de les avoir confinés dans son avion. Mais à part ça, les Chinois n'ont pas considéré cette rencontre comme importante, et ils ont envoyé plusieurs signaux très clairs. Ça a commencé par un détail. Environ 8 heures avant l'arrivée de Trump en ville, les drapeaux du Tadjikistan étaient encore accrochés aux lampadaires, à côté des drapeaux chinois. Ils n'avaient même pas pris la peine de les enlever pour mettre des drapeaux américains. Le China Daily, leur principal journal, avait pour gros titre, juste avant l'arrivée de Trump, les discussions entre la Chine et le Tadjikistan. Et la rencontre avec Trump n'était qu'un petit encadré à côté. Et puis, le signal le plus fort que j'ai vu, celui qui montrait vraiment le message qu'il voulait faire passer. Eh bien, les Chinois avaient déjà fait la même chose à Trump en 2017. Ils ont envoyé des responsables de second rang à l'aéroport pour l'accueillir. Et maintenant, tous les défenseurs de Trump, les partisans de MAGA, disent « Oh, c'est juste les Chinois qui suivent le protocole. » Eh bien non. Quand Vladimir Poutine est arrivé, Xi était à l'aéroport. En fait, il a même fait monter Poutine dans une Cadillac décapotable et ils sont allés ensemble en centre-ville. Quand Kim Jong-un de Corée du Nord est venu, pareil, Xi était à l'aéroport. Donc, le fait que Xi décide que ce type n'est pas assez important pour qu'il se déplace lui-même, en gros, je le verrai demain, ça envoie un message. J'ai d'ailleurs reçu un message de quelqu'un parce que dès le départ, j'avais prédit que tout ça ne donnerait rien. Et il m'a répondu, « Tu avais raison. » Il a dit qu'il avait parlé à quelqu'un à la Maison-Blanche et cette personne que je connais a effectivement ce genre d'accès. Et il a ajouté qu'elle avait en gros dit à Trump à propos de ses demandes concernant l'Iran d'aller se faire voir. Donc voilà, Trump est reparti avec de belles photos, ils ont admiré une architecture magnifique. Je ne crois pas qu'il se soit endormi devant la caméra. Donc de ce point de vue-là, on peut dire que c'était un franc succès. Et en fait, puisque le colonel Wilkerson a bien plus d'expérience dans ce domaine, pour toutes les réunions de haut niveau, comme celle que Colin Powell avait quand il était secrétaire d'État, il y avait toujours un travail de préparation, ce qu'on appelle le travail de Sherpa. Et là, apparemment, d'après ce que Chas Freeman a dit, ses contacts au département d'État lui ont confirmé qu'il n'y avait eu absolument aucun travail de Sherpa cette fois-ci. Oui, c'est typique de Trump. C'est la routine avec Trump et c'est pareil avec Rubio. Colonel, voici ce que Donald Trump lui-même a dit à propos du soutien de la Chine à l'Iran. On vous a posé la question et vous en avez déjà parlé. C'est bien du soutien de la Chine à l'Iran dont il s'agit, n'est-ce pas? Quelle place ce sujet a-t-il eu dans les discussions aujourd'hui? Nous en avons parlé. Je veux dire, quand vous parlez de soutien, ils ne font pas la guerre à nos côtés, ni rien de ce genre. Non. Il a dit qu'il n'allait pas fournir de matériel militaire. C'est une déclaration importante. Il l'a dit aujourd'hui. C'est une déclaration forte. Il l'a affirmé avec conviction. Mais en même temps, il a précisé qu'ils achètent beaucoup de leur pétrole là-bas et qu'ils aimeraient continuer à le faire.
Comment trouvez-vous le ton, la façon dont il en parle? On sait bien que la Chine ne se bat pas contre les États-Unis en Iran. Ce sont les Iraniens qui se battent. Mais quand on lui a demandé quel type de soutien la Chine apporte à l'Iran, colonel, quelle est votre lecture de cette situation? Bon, d'abord, écoutez le docteur John Gartner de l'université Johns Hopkins. Il a fait parler de lui récemment parce que c'est un spécialiste du narcissisme et des troubles que Trump montre de plus en plus. Et sa dernière analyse, c'est que la situation est bien pire et qu'elle va encore s'aggraver. Et je pense qu'il a probablement raison. Je n'ai pas la formation pour l'affirmer moi-même, mais sa manière d'expliquer ce que ce genre de mégalomanie, ce genre de narcissisme provoque chez quelqu'un au fil du temps, surtout quand la personne est sous pression, est très convaincante. Donc je pense que c'est bien ce à quoi nous faisons face aujourd'hui. Mais revenons à ce que disait Larry et sur quoi je vais largement rebondir. Les Chinois sont vraiment excellents pour organiser les visites dans les moindres détails. Et d'autres choses aussi. Même quand Richard Haas et moi y sommes allés en 2003, enfin je crois que c'était avant le 11 septembre, donc ça devait être l'été 2001, tout était déjà chorégraphié, même pour nous à notre niveau. Ce qui m'a frappé d'abord dans cette mise en scène, c'est que Xi était là, immobile, les pieds bien ancrés, regardant Trump s'avancer vers lui. Il n'a fait aucun effort pour aller à sa rencontre. C'est Trump qui a dû traverser l'espace entre eux, tendre la main, et Xi l'a simplement prise. Et je soupçonne que le reste de la chorégraphie était du même ordre, comme Larry le faisait remarquer à l'aéroport, par exemple. Le parti aurait dû y voir un signe, y compris Marco Rubio. Surtout, ils ne s'en sortent pas très bien en matière de diplomatie, ni dans la façon dont ils gèrent leurs relations avec la première puissance mondiale, à bien des égards. Et donc ça a continué encore et encore dans cette même direction. Ça a pris de plus en plus la tournure dont parlait le docteur. Trump inventait les choses au fur et à mesure, et il en parlait à la presse, surtout ici, aux États-Unis, mais aussi à différentes étapes de son voyage. Il disait que tout se passait à merveille, ou en tout cas mieux que ce n'était vraiment le cas, parce qu'en réalité, il se heurtait à un mur sur à peu près tout ce qu'il demandait. Alors, il a quand même obtenu, d'après ce qu'on m'a dit, que le type de chez Cargill en récupère au moins 4. Et ça, c'est un autre point important. Ce n'était pas une mission diplomatique, loin de là. Comme Larry l'a souligné, il n'y avait pas d'équipe constituée, pas de Sherpa, pas de groupe de travail, personne pour préparer le terrain à l'avance, personne pour régler les détails. Par exemple, personne ne s'est penché sur ce qui pourrait se passer entre Cargill ou d'autres et les Chinois concernant la reprise des achats de soja américains. Et petite parenthèse, j'ai appelé un ami dans l'Iowa. C'est un républicain. Il dirige le lobby agricole le plus important des États-Unis. Et c'est un vrai partisan de ce qu'on fait avec lui sur la crise climatique. Parce qu'il comprend cette crise de manière très concrète à travers son expérience d'agriculteur. Trop de pluie, trop de chaleur, des saisons de culture plus longues, des rendements plus élevés. Oui, mais ça va pas durer, ce genre de truc. Républicain. J'ai dit de quoi on parle exactement. Il m'a répondu, eh bien, ça ne changera rien du tout, parce qu'on n'a pas d'engrais. On va pas faire pousser de soja. Et c'est la vérité. À moins qu'on relance la production d'hormones, qu'on récupère l'urée et d'autres produits, et qu'on allège la pression sur le commerce mondial. Beaucoup d'agriculteurs dans ce pays, et je le sais, parce que mon gendre a une ferme dans le Maryland, ne pourront pas semer. Ils ne pourront tout simplement pas semer. Les décalages là-dedans sont vraiment incroyables. Et puis la dernière chose que je dirais, il y aurait tellement à dire, c'est qu'en réalité, il n'a rien obtenu.
Et la seule chose qu'ils pensaient obtenir était formulée dans une logique typiquement chinoise, très claire. Si le détroit d'Ormuz restait ouvert, tout le monde s'en porterait mieux. Donc si vous voulez de l'aide pour garder le détroit d'Ormuz ouvert, voilà la condition. Laissez les Iraniens tranquilles. Laissez-les contrôler le détroit, ce genre de message. Donald Trump n'a probablement même pas entendu ça. Mais à mon avis, c'était assez explicite. Et à partir de là, tout s'est dégradé. Oui, je voudrais juste ajouter que, pour ceux qui ne le savent pas, quand j'utilise le mot Sherpa, à l'origine, ça désigne les guides de montagne sur l'Everest. Mais c'est aussi un terme qu'on emploie dans le milieu diplomatique pour parler des diplomates qui font en quelque sorte tout le travail de fond. Ce sont eux qui rédigent les documents, qui négocient les moindres détails, comme décider si on va dire heureux, content ou satisfait. Ils préparent tout à l'avance pour que quand les dirigeants se retrouvent, ils ne se retrouvent pas pris dans une grande dispute sur le fond du sujet. En général, tout a déjà été un peu préparé, voire prédéterminé. Et rien de tout ça soit fait pour ça. Zéro. Oui. Donc, vous voyez, c'est là qu'ils rencontrent leur premier problème. Et puis l'autre chose, c'est que celui qui bloque le détroit d'Ormuz en ce moment, c'est les États-Unis. Oui. Et-il le pensait vraiment? Oui, les Snitsky Lindgren. Oui, parce que l'Iran a commencé à laisser passer les navires qui respectent ces conditions. En gros, l'Iran a dit, écoutez, si vous êtes alignés avec les États-Unis et Israël pour nous attaquer, très bien, mais vous ne passerez pas. Point final. On ne permettra pas. En revanche, si vous acceptez nos conditions, vous pouvez traverser. Et je crois qu'il y a eu au moins une trentaine de navires autorisés à passer hier. Donc maintenant, sur le plan diplomatique mondial, ce n'est plus l'Iran qu'on voit comme le blocage, c'est les États-Unis. L'autre point essentiel ici, et j'en ai parlé dans un article que j'ai publié sur Sonar 21, tôt ce matin ou tard hier soir selon l'endroit où vous étiez, c'est les 5 matières premières cruciales qui viennent du Golfe Persique et qui alimentent l'économie mondiale. Et quand je dis alimentent, je veux dire qu'elles sont littéralement indispensables. On ne peut pas vivre sans, un peu comme ce que le colonel Wilkerson disait à propos des engrais. Les engrais, justement, sont produits en partie à partir d'urée et de soufre. Je ne le savais pas, mais environ 40% du soufre mondial vient du Golfe Persique. C'est énorme. Et on ne se rend pas compte de ça tant qu'on ne prend pas le temps de regarder les chiffres. Donc on parle de pétrole, de gaz naturel liquéfié, d'urée, de soufre et d'hélium. Voilà les 5 principaux. Les 2 pays du Golfe Persique qui produisent vraiment la majorité de ces produits, ce sont l'Arabie saoudite et le Qatar. Le Koweït, Bahreïn et les Émirats arabes unis en font un peu ici et là. Mais ce ne sont pas les acteurs majeurs dans ce domaine. Et le Qatar, étonnamment, joue un rôle clé pour l'urée, le soufre, le gaz naturel liquéfié et l'hélium. L'urée et le gaz liquéfié ont été pratiquement anéantis quand l'Iran a détruit l'usine de Ras Laffan. Donc ce qu'on voit maintenant, c'est que même s'il rouvrait le détroit par miracle, le choc pour l'économie mondiale ne fait que commencer. Et la Chine, elle a bien compris ça. Elle est dans une position qui lui permet de ne pas souffrir autant que le reste du monde va souffrir. Et ça, je pense que Trump n'en avait même pas la moindre idée. Et l'autre chose que je voudrais souligner, c'est ce que m'a dit un agriculteur de l'Iowa. Le diesel, c'est essentiel. Et le coût du diesel, c'est crucial. Ils ne peuvent pas revenir au niveau où ils étaient, par exemple, il y a quelques années, et espérer s'en sortir si le diesel redevient aussi cher qu'à l'époque. Et tout indique que ça pourrait bien se reproduire si on ne parvient pas à rouvrir cette voie.
L'autre point, colonel, concernait les sanctions contre les entreprises chinoises, parce qu'elles envoyaient ou recevaient, d'une manière ou d'une autre, des produits venant d'Iran ou de Russie. Donald Trump parlait de sanctions. Certaines entreprises chinoises avaient été sanctionnées avant même son déplacement en Chine. Il semble que le résultat de cette rencontre entre les deux présidents, c'est que Donald Trump a décidé de lever ces sanctions. Et l'autre point, colonel, c'est que, eh bien, les Chinois ne le suivaient pas de toute façon. Et ils ont même dit à tous leurs partenaires, si on peut dire, dans le monde entier, de ne pas lui prêter attention non plus. Donc en fait, Trump faisait quelque chose que Xi avait déjà fait. Oui. Dis-moi, Carl, est-ce que tu as le sentiment que la Chine, quand on regarde cette rencontre, a changé? Moi, je pense que quelque chose a bougé. Si on prend un peu de recul, c'est clair, quelque chose a vraiment changé. La Chine d'aujourd'hui, à mon avis, c'est un produit de ce qu'elle a observé. Ils ont vu ce qui s'est passé en Ukraine. Ils ont vu ce qui s'est passé avec la guerre contre l'Iran. Et maintenant, ils réfléchissent à leur propre position. Comment tu vois la position de la Chine en ce moment? Comment est-ce qu'ils se définissent eux-mêmes? On sait que la question la plus importante pour la Chine aujourd'hui, c'est Taïwan. Ils en ont parlé, ils l'ont mentionné, mais dans le communiqué de la Maison-Blanche, on n'a rien entendu à ce sujet. On a parlé du détroit d'Ormuz, de la démilitarisation du détroit d'Ormuz, mais rien de comparable pour Taïwan. D'après toi, qu'est-ce que ça veut dire? Et comment ça va changer la situation à Taïwan? Eh bien, depuis Deng Xiaoping, le sujet numéro 1 pour n'importe quel diplomate chinois ou pour toute personne dans la structure gouvernementale chinoise, que ce soit un gouverneur de district, un simple ministre local ou un membre du Politburo, c'est Taïwan. À chaque fois qu'on allait en Chine, c'était toujours le premier sujet abordé, peu importe avec qui on parlait. Par exemple, Wang Yi, à l'époque, dirigeait la division de l'Amérique du Nord au ministère des Affaires étrangères. Il connaissait mieux l'Amérique du Nord que n'importe quel autre Chinois. Et puis il y avait Chen Shicheng. Chen Shicheng, lui, est décédé depuis. Donc, il a hérité de ce surnom, si on peut dire. C'est la toute première chose qu'il mentionne. Mais ça ne correspond pas vraiment à l'importance énorme qu'il semble lui accorder, parce que pour eux, c'est plutôt une formule de routine. Cela dit, je pense que c'est un peu plus sérieux en ce moment, parce que Xi voit le Politburo, la structure militaire, qui vient justement de modifier en profondeur. Réfléchissez à ça un instant. Et d'après les informations que j'ai, tout ça est très lié à la course aux armements nucléaires qui est en train de naître, à ce que pensent les militaires et à ce que pensent les civils. Mais ça, c'est encore un tout autre sujet. Je doute même qu'ils en aient parlé. J'en doute très sérieusement, parce qu'il n'y avait pas de, comme il l'a dit, il n'y avait pas de Sherpa, pas de travail préparatoire, aucun sujet discuté. C'est un point très important, Monsieur le Président. On aurait dû avoir un groupe de travail là-dessus et une position claire avant d'y aller. Rien de tout ça n'a été fait. C'est un sujet clé, mais rien de tout ça n'a été fait, du moins à ce que je puisse voir. Et aucun de ces chefs d'entreprise n'était là pour parler d'armes nucléaires, sauf peut-être dans la mesure où ils pouvaient en tirer profit. Ils ont peut-être eu une petite conversation à ce sujet en marge. Donc ce qu'on observe concernant la position de la Chine, qui est votre question plus large, c'est que dans sa vision la plus globale, la position de la Chine, c'est de ne rien faire pour empêcher le suicide. Vous n'avez pas forcément besoin de faire quoi que ce soit pour l'encourager ou y participer. Mais si vous avez des informations, apportez-les et on en discutera. Pour l'instant, on n'est pas là pour aider ou soutenir un suicide évident de la puissance qui, à l'autre bout du monde, est en compétition avec nous.
Maintenant, on ne veut pas que ce suicide se transforme soudainement en un éléphant mourant qui se débat dans l'herbe. Surtout si nous, on se trouve dans cette herbe. Alors faisons attention à ce qu'on fait et à la manière dont on pourrait décider d'aider ou de favoriser cet aspect particulier de la situation. Prenons par exemple la guerre en Iran. Elle pourrait avoir des répercussions pour nous, et c'est le cas notamment en ce qui concerne le pétrole et d'autres choses. Voilà donc la position géostratégique de la Chine. Les laisser s'autodétruire. En même temps, il y a d'autres personnes à l'école centrale du parti qui donnent des conseils. Et en général, ces conseils remontent jusqu'au Politburo, où ils ont un certain poids. L'idée, c'est qu'il ne faut pas que ces pays disparaissent complètement du monde, parce qu'ils apportent des avantages à la Chine, de différentes manières. Tic, 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 tic. Donc, si la diplomatie peut préserver ces aspects de l'Empire, éviter qu'ils disparaissent, et les maintenir soit négatifs, soit neutres, soit favorables à la Chine, eh bien, il faut le faire aussi. Il dispose donc d'un portefeuille très fin, très varié, dans lequel il peut puiser à tout moment pour décider des actions que la Chine mènera vis-à-vis de l'Amérique et plus largement vis-à-vis de l'Occident, qu'il identifie surtout à l'Europe, en particulier l'Europe de l'Ouest, et aussi l'Europe de l'Est. Je pense qu'il a vraiment des questions de fond là-dessus, tout comme moi et comme toute personne qui s'y intéresse. Est-ce que les Polonais vont remplacer l'Allemagne? Vous plaisantez? C'est pourtant ce dont leur gouvernement parle en ce moment. Envoyez vos troupes dans notre pays, on prendra la relève de l'Allemagne. Mais enfin, la Pologne, quels sont les deux pays avec lesquels vous avez eu le plus de problèmes au cours des derniers siècles? Moscou et Berlin. Bon, eh bien, c'est peut-être pas une idée très futée. Alors Xi est un peu perplexe à ce sujet, mais il ne l'est pas à propos de l'Europe de l'Ouest. L'Europe de l'Ouest, pour des raisons différentes, est en gros dans le même état que les États-Unis. Il a donc une stratégie assez similaire à ce sujet. Il ne veut pas les perdre, et surtout il ne veut pas perdre cet aspect dont Poutine lui parle sans arrêt, le rétablissement des ventes russes de gaz naturel liquéfié et de pétrole vers l'Europe. Ce qui d'ailleurs est en train de se produire en ce moment, même si l'Union européenne a adopté des lois censées l'interdire. Il a donc une vision très fine de ce qui se passe dans le monde. Et il a une stratégie, ou plutôt plusieurs stratégies pour y faire face. Cette rencontre n'a rien bouleversé de tout ça. Pas vraiment. Elle n'a fait que confirmer ce qu'il pensait déjà savoir, et sans doute à juste titre. Tu sais, le langage qu'il a utilisé était vraiment frappant. Quand il a parlé du piège de Thucydide, je parie que Trump s'est dit « Hein? C'est qui ça? C'est quoi? Quel genre de piège? » Et je reconnais que moi aussi, j'ai dû aller vérifier. Je connaissais le terme, mais si on m'avait demandé de me lever et d'en donner la définition, franchement, je n'aurais pas pu la sortir comme ça. Alors, soit on considère Xi Jinping comme l'un des dirigeants les plus intelligents et les plus cultivés, très au fait de l'histoire grecque ancienne, soit c'est un de ses conseillers malins qui lui a dit « Chef, lançons ça à Trump, ça va le déstabiliser. » Je ne sais pas laquelle des deux options est la bonne, mais c'est forcément l'une des deux. Et les Chinois envoyaient un signal très fort. Ils se voient comme la puissance montante. En fait, je pense que il y a une strength skilling sur Boudates, si on prend plusieurs critères. On peut dire Asdana des États-Unis. China has now surpassed the United States. They have more banks in the top 10. Ils ont plus de banques, classées parmi les 10 premières au monde. Leur taux d'alphabétisation est plus élevé que celui des États-Unis. Ils ont clairement une capacité industrielle supérieure. Ils peuvent construire plus de navires en 1 an que nous n'en avons construit en 60 ans. Ils ont développé des missiles hypersoniques qui, eux, volent, alors que nous, on n'en a même pas encore déployé un seul.
Donc voilà, la liste continue. Et je pense qu'ils savent aussi, d'après l'histoire, que ce genre de situation, c'est le déplacement d'une puissance dominante, le déplacement des États-Unis, qui se voit comme le leader du monde, les meilleurs, les plus forts. Eh bien non, c'est un peu comme dans Blanche-Neige, quand la méchante reine demande à son miroir, « Miroir, mon beau miroir, qui est la plus belle ?» Et un jour, le miroir se retourne et lui dit, « Ce n'est plus toi, ton temps est passé. » Your time is over. Et l'un des points, Nima, l'un des points que Larry évoque, c'est tellement vrai. L'une des choses les plus difficiles de toute l'histoire humaine, sur les 3000 ans qu'on connaît bien et les 5000 dont on sait un peu, c'est ce genre de transition. C'est exactement ce dont parle Graham Allison et le fameux piège de Thucydide, et Thucydide lui-même. Il était général, beaucoup de gens l'oublient, en plus d'être historien, l'un des tout premiers historiens du monde. Leur idée, c'est justement ça. C'est l'une des transitions les plus complexes, celle qu'on échoue le plus souvent plutôt qu'on ne réussit. Sortir d'un empire, quitter le statut de grande puissance, abandonner cette position de « je suis l'hégémon, je suis la première puissance mondiale ». Et pour l'Amérique, ce ne sera pas différent. En fait, à certains égards, ça va être encore plus difficile, parce qu'on a une incroyable capacité à ne pas être cohérent à travers les 50 États. On a de plus en plus de points de vue différents, de visions différentes, de types de problèmes différents, mais aussi quelques problèmes communs. L'un d'eux, c'est l'intelligence artificielle, la consommation d'eau et d'énergie. Et je reçois sans arrêt des messages, des mails, encore et encore, sur les difficultés que tout ça engendre. Des endroits comme Culper City, au Texas, qui n'ont plus d'eau, vont disparaître si on ne trouve pas de solution à leurs problèmes d'approvisionnement. Tout cela crée une vraie agitation. Et à cela s'ajoute le fait que c'est un moment extrêmement difficile, peut-être l'un des plus complexes de l'histoire humaine, à traverser avec succès, celui où l'on descend de l'Empire. Et d'ailleurs, la Grande-Bretagne, quand elle a quitté la scène, s'est simplement mise dans l'ombre de l'Amérique. Elle avait un endroit où se réfugier. Nous, on n'a nulle part où aller, nulle part pour se cacher. Et il y a aujourd'hui un vrai risque de démembrement de notre pays, un risque énorme, surtout avec cette administration qui en profiterait totalement, probablement pour instaurer sa propre forme de gouvernement dans le vide laissé derrière. C'est à mon avis extrêmement déstabilisant et dangereux. On vit en ce moment une période de notre histoire à nous, qui va être très difficile à traverser. Et Xi le sait très bien. Il ne veut pas que ce soit catastrophique, mais il veut que ça suive son cours.